Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de la quotidienne de Al24 News. Human Rights Watch épingle le Maroc par un rapport inédit. Même s'il s'agit d'un rapport annuel, ce dernier dévoile pour la première fois, outre les dépassements des droits de l'homme sur les détenus d'opinion marocains, il dévoile de manière détaillée un manuel des techniques de répression que les autorités utilisent sur les opposants. Le rapport énonce dans le détail, comme je le disais, chaque technique avec des témoignages allant de la simple pression au harcèlement de tout genre, à la torture, passant par des intimidations sur les opposants, s'étendant jusqu'à leurs proches et même des victimes. Parfois sans oublier les diffamations et les accusations mensongères. En plus des techniques répressives, les opposants ou les détenus d'opinion subissent des campagnes de harcèlement des médias pro-Marzen et des services de renseignement marocains. Le comble est que ces procédés durent depuis près de 10 ans déjà, selon l'AMDH, l'Association marocaine des droits de l'homme. Pour en parler ce soir, se joint à nous depuis Paris par Skype, Monsieur Jacob Cohen, militant antisioniste. Monsieur Jacob Cohen, bonsoir. Je rappelle également que vous étiez ancien enseignant à la faculté de droit de Casablanca. Vous étiez enseignant de droit. Monsieur Jacob Cohen, merci d'être parmi nous. Je vous en prie. Et Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, et défenseur également des droits de l'homme, surtout des Palestiniens et des Sahraouis. Monsieur ou Maître Gilles Devers, bonsoir. Bonsoir. Donc, comme je le disais, monsieur, aujourd'hui, le rapport de Human Rights Watch est très accablant. Il nomme, ce rapport s'appelle Manuel, il a été nommé donc Manuel. Il évoque les techniques répressives au Maroc, comment durant une dizaine d'années, voire même un peu plus, les autorités marocaines ont réprimé les opposants et les détenus d'opinion et les journalistes critiques aujourd'hui. Quelle lecture devons-nous faire, Maître Gilles Devers ? Bien, écoutez, on voit passer beaucoup de choses quand on travaille sur le secteur des droits fondamentaux, mais là, on a incontestablement un document qui va marquer, vu que Human Rights Watch n'est pas rien. On sait que c'est une ONG qui a pris vraiment le leadership et qui fait des rapports très détaillés. Donc, il y a un titre qui marque ce guide sur la manière de faire taire les opposants, mais il y a surtout 140 pages avec des textes, avec de la pratique, avec des témoignages, et donc c'est un acte accusatoire comme on en rencontre rarement. Voilà, donc c'est déjà une chose que je veux marquer, on voit beaucoup de choses, mais un tel document sur un tel pays, c'est très rare, premièrement. Oui. Et deuxièmement, c'est qu'hélas, nous observons la situation et nous voyons que ça donne une lecture cohérente, logique, systématique à une répression qui est absolument flagrante et des procès qui ne sont que des mises en scène, mais des mises en scène dramatiques parce que il y a derrière des sanctions qui sont d'une violence incroyable, et puis il s'agit de mettre un peuple sous le boisseau, il s'agit de faire taire un peuple. Donc ce sont des éléments qui nous marquent beaucoup. Je suis universitaire, je rajouterai un troisième point, c'est que je dirais aux étudiants, étudiez ce document, parce que vous aurez un excellent cas pratique, détaillé, explicite et argumenté pour dire qu'est-ce que c'est que les violations des droits de l'homme et comment un pouvoir à la dérive peut utiliser, quelles sont les techniques qu'il peut utiliser pour briser son opposition politique. Donc c'est vraiment un document de la plus grande importance et il est tout à fait salutaire, à commencer par l'intérêt du peuple marocain, que d'en parler. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que Human Rights Watch l'appelait manuel, car il pourrait effectivement servir comme plateforme d'études. Monsieur Jacob Cohen, pour commencer, que vaut ce rapport qui est très accablant pour le Maroc aujourd'hui ? Pour le Maroc, d'ailleurs j'ai vu aujourd'hui dans une newsletter d'un site marocain que c'est un refus total de considérer le rapport. Oui, absolument. Et l'expression à travers ce site, et j'imagine d'autres sites semblables, c'est que le Maroc est vent debout
contre ce rapport qu'il qualifie d'insultant, de faux, et que le monde est contre le Maroc, son développement, etc. etc. Et donc je ne crois pas que le régime marocain va faire son autocritique ou va faire un examen de conscience ou bien permettre un débat libre au sein de la société marocaine. Donc malheureusement, on est dans une impasse, c'est-à-dire que le Maroc s'est engagé depuis quelques années dans une répression féroce. Je veux dire, quand des journalistes sont condamnés à plusieurs années de prison pour des faits qui ont été montés de toutes pièces, notamment sur les affaires sexuelles sur lesquelles les Marocains sont très sensibles. Et donc, c'est vraiment la manipulation éhontée. Et donc, je crois que malheureusement, il n'y aura pas l'ouverture d'un débat clair au sein de la société marocaine. Voilà. Très bien, Monsieur Jacob Cohen. Ce phénomène de répression est très croissant, selon le rapport, mais l'année 2021, plus particulièrement, bat tous les records selon ce même rapport. Monsieur Gilles Devers, qu'en pensez-vous? Je veux dire que aujourd'hui, cette année, elle bat tous les records avec tout ce qu'on a vu dans ce rapport, tous les témoignages. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce régime ou le Makhzen est en train de contrôler par la répression? Alors, le premier élément de réponse, c'est qu'effectivement, ce rapport, qui je rappelle vraiment une excellente lecture, il met en perspective toutes sortes d'événements que l'on a pu voir au fil de l'année et qui créent des inquiétudes majeures par ce rouleau compresseur de la répression. Oui. J'avais il y a peu de jours une discussion avec des amis avocats marocains et on parlait d'une personnalité, je crois citée, qui a pris position contre le régime à propos d'une normalisation avec Israël, mais l'alignement sur la politique israélienne. Et eux-mêmes me disaient, maintenant, il attend de savoir quel sera son procès. Est-ce que ça sera pour une affaire de comptabilité de son cabinet? Est-ce que ce sera pour une fraude fiscale? Est-ce que ce sera pour une affaire de mœurs? Mais il va y avoir un gros procès salissant et ceci, cela. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment ce que l'on voit. Ensuite, il faut rappeler quelle est la fonction fondamentale du droit. La fonction fondamentale du droit dans toutes les sociétés, c'est que ça marche. C'est-à-dire que les peuples, ce sont des personnes ont un cerveau, elles mènent des vies, on a un attachement au drapeau, on a un attachement au pays, mais il y a des droits de chacun et il y a des droits collectifs aussi qui doivent s'exprimer. Donc je ne suis pas un béni oui-oui des droits de l'homme et je sais que dans des pays en période difficile ou avec des frontières compliquées à garder et avec des gens très dangereux à proximité, il faut savoir tenir la main ferme. Mais ici, c'est pas du tout ce que l'on voit. Ce que l'on voit, c'est un phénomène bien connu, qui est que le pouvoir qui se rend compte qu'il perd prise, parce qu'il est rejeté de son peuple, qu'il ne veut plus se promener dans la rue, qu'il ne veut plus aller à des manifestations simples, parce qu'il sent tout ça, il le mesure, les préfets, les renseignements font ressortir tous ces éléments, et bien se raidit, se durcit, casse, et seulement il creuse, alors il cause des dommages considérables aux personnes, et il y a des journalistes emprisonnés avec des lourdes peines, il y a des mesures de torture, il y a des choses comme cela, des carrières brisées, mais c'est en réalité tout pouvoir dictatorial qui se laisse enfermer dans cette spirale de la répression qui creuse sa tombe. Donc je dis pas quand va tomber le régime, mais si le régime ne se restaure pas en phase avec son peuple, c'est-à-dire en admettant qu'il y a une opposition, en comprenant que des opposants qui ont des choses à dire ne sont pas là pour dynamiter le pays ou pour plaire à je ne sais quelle entreprise étrangère, mais que simplement ce sont des citoyens éclairés qui veulent un monde meilleur, eh bien le régime va à sa perte. Alors, très bien. Monsieur Jacob Cohen, selon vous, pourquoi Human Rights Watch a décidé de publier ce rapport qui est qualifié comme étant inédit? Pourquoi elle a décidé de le publier maintenant? Et surtout, est-ce que ce rapport qui est très accablant va être suivi de faits ou ça restera comme d'habitude lettre morte? Bon, je crois que c'est assez inédit au Maroc qu'il y ait eu des journalistes honnêtes qui faisaient des recherches
sur le pays, qui faisaient leur travail correctement, ouvertement, sans relation avec l'étranger, sans recevoir d'argent, et qui ont été condamnés, mais très lourdement. Enfin, je veux dire, 5-6 ans pour un journaliste, c'est colossal. C'est énorme. Et surtout, qu'on a inventé, on a monté de toutes pièces des affaires de mœurs. Et là, c'est vraiment, on tombe dans la manipulation la plus grossière. Et je crois que l'organisation internationale a choisi ce moment parce que c'est vrai que ces 2 dernières années ont été terribles. Il faut dire que le Maroc avait connu, à la fin du règne de Hassan II, une embellie. Moi qui ai connu le Maroc des années 80, c'était absolument extraordinaire à la fin des années 90. C'était une embellie fantastique. Bon, on se souvient du journal hebdomadaire qui avait fait une impression extraordinaire, Ali Ammar, Abdelkader Jamaï, etc. Mais malheureusement, le nouveau roi, enfin le jeune roi, petit à petit, il a commencé à réprimer, mais de manière un peu plus subtile. Monsieur Jacob Cohen, est-ce que vous pensez que c'est le jeune roi, ou c'est son entourage, ou encore plus précisément ses conseillers? Parce qu'il ne donne pas quand même l'impression d'être, disons, un homme d'envergure quelque part. Mais ça reste une impression, hein. Disons, moi j'appelle ça le régime. Ou le Marzen. Après, qui est-ce qui joue? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on peut penser aussi que la nouvelle alliance avec Israël ou avec le régime sioniste, est-ce qu'elle n'a pas donné des aides au régime marocain pour réprimer, parce que pour le Maroc, c'est très important que non seulement qu'il n'y ait pas de voix contre la corruption du régime, mais qu'on étouffe les voix qui critiquent la normalisation. C'est quand même un hasard assez curieux que cette résurgence de la répression coïncidait avec la normalisation et surtout le tour qu'elle prend. Oui. Très bien, vous faites bien de le dire, Monsieur Gilles Devers. Effectivement, un fait qui doit être notable, puisqu'on a vu que la contestation a décuplé depuis qu'il y a eu cette normalisation avec l'État sioniste, sans parler bien sûr de la crise sociale, de l'inflation, de la cherté de la vie, du prix du carburant. Mais je pense qu'il y a également des revendications politiques, pas seulement sociales. Qu'en pensez-vous, Monsieur Gilles, Maître Gilles Devers, plutôt? Ben oui, il est flagrant. Par la lecture de la presse et par tous les contacts que nous pouvons avoir dans la société marocaine, qu'il y a un mouvement profond. Évidemment, les droits de l'homme commencent par la réalité des moyens dont on dispose pour nourrir, loger, éduquer sa famille et permettre aux enfants de s'installer. Or, il y a une paupérisation du pays, il y a un enrichissement d'une caste et une paupérisation des masses. Avec des différences qui s'aggravent, et le véritable ferment est ici. C'est-à-dire que, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il y a de l'opposition dans mon pays? Vu que tout le monde dit que le Maroc, c'est la porte ouverte sur l'Afrique, c'est le pays le plus souriant, c'est un morceau d'Europe qui arrive de culture en Afrique, et que c'est l'ouverture au monde. Mais alors, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il faut réprimer les opposants? Mais s'il y a des opposants, s'il y a des manifestations, c'est parce que le peuple marocain, qui a la tête sur les épaules, qui a une grande histoire, eh bien dit, mais ce n'est pas possible. Et notamment, ce n'est pas possible parce qu'il y a une répartition inégale des richesses, il y a une violence économique de l'État, et il y a un asservissement aux volontés occidentales qui fait que chaque personne dans sa famille et dans ses proches, pour ses enfants, est inquiet. Donc les opposants politiques et les manifestations ne viennent pas d'un coup de main parce qu'il y aurait une puissance étrangère qui le souhaite, parce qu'il y aurait des ONG qui sont soudain efficaces ou quoi que ce soit. Essayez d'organiser une manifestation, vous verrez à quel point c'est difficile. Donc le mécontentement est profond, et l'opposition, elle est d'abord dans tout pays, c'est d'abord un capteur d'information.
Or, quand vous voulez diriger un pays et lui donner un avenir, vous avez besoin de toutes les informations pour savoir comment ça marche. Parce que on peut tenir certaines choses, il peut y avoir une direction rude et nette, ça c'est des choses que l'on connaît et que parfois on peut comprendre. Mais on ne pourra pas aller longtemps sur un pays qui a cette ouverture d'esprit, avec tous les contacts que nous avons les uns et les autres, que ce soit le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie, tout ça c'est le Sénégal et l'Europe globalement, on est une fraternité, une communauté de moyens, une communauté d'intérêts, il y a des références qui sont communes et le Maroc ne se dessine pas un avenir s'il a pour seul objet de casser ceux qui ont les porte-paroles, ceux qui enquêtent sur ces sujets, vu qu'il pourra tout faire, mais il ne peut pas casser son peuple. Donc, tout pouvoir qui rentre dans cette logique infernale de la répression gagne à des gains immédiats, du moins le croit, et peut faire semblant de se rassurer, mais les difficultés sont devant lui. Voilà, donc on ne dirige pas un grand pays en se méfiant de son peuple et en le faisant filer comme on ferait un troupeau. Alors, je vais juste mettre un petit peu notre téléspectateur devant l'image pour un petit peu voir, ne serait-ce qu'avec l'esprit, comment justement procède le Merzen ou les autorités marocaines dans la répression et le harcèlement. Et des fois, lorsque cela ne donne pas de résultat, on va jusqu'à ternir ou salir carrément la réputation des journalistes ou des opposants politiques ou de ceux qui critiquent de loin ou de près les autorités marocaines. Donc, il y a le téléphone qui est mis sous surveillance, des caméras cachées dans les logements même des opposants, des agressions dans la rue et bien sûr des peines de prison. Selon donc le directeur de la communication de Human Rights Watch, M. Ahmed Ben Shamsi, les opposants sont même soumis à de la surveillance par des logiciels espions Pegasus. On y vient. Donc ces histoires de Pegasus touchent pratiquement pas seulement que la classe politique, mais également des opposants, des journalistes ou des gens qu'on soupçonnerait plus ou moins d'avoir un avis critique. Et cela, il me semble que c'est scandaleux. Que pensez-vous, Monsieur Jacob Cohen? Je voulais faire une remarque sur, avant de répondre directement. Oui. C'est qu'il me semble que l'opposition au Maroc a disparu quasiment, c'est-à-dire l'opposition politique, syndicale, parce que il y a un phénomène au Maroc qu'on ne connaît pas dans les autres pays, c'est la présence du roi, c'est la place centrale du roi qu'on ne peut pas critiquer, et donc c'est une personne sacrée, et malheureusement, la plupart des partis subissent malgré eux cet ascendant royal et donc finalement ils n'osent pas vraiment trop critiquer. Oui. Et donc l'opposition descend dans la rue, c'est-à-dire c'est le seul moyen de s'exprimer, c'est par les médias et dans la rue. Bon, maintenant le problème, c'est que des fois, même les médias pro-Marzen vont dans le même sens et abordent dans le même sens, c'est-à-dire que, oui, voilà, à vouloir ternir et salir les images de ceux qui osent critiquer. Il y a tout un système qui fait qu'on fait taire. Tout à l'heure, je voulais dire qu'il y a des médias d'opposition qu'on faisait taire de manière un peu plus subtile, on leur coupant la publicité, etc. Mais là, depuis quelques années, on va vraiment, on va très très loin. De manière directe. On assiste quasiment à la période terrible de Hassan II, sauf Taj Mahmad, mais vraiment des manipulations, de la torture psychologique ou réelle, de la montée de faux témoignages, etc. Et donc, c'est vrai que le Maroc a passé une étape absolument démentielle. Et parce que, en fait, le régime marocain, mais il vaut mieux parler du régime marocain, il n'a que cette crainte, c'est l'information qui peut circuler, parce que les gens, bien sûr, voient la normalisation, ils voient la modernisation artificielle, etc. Ils voient
une espèce d'ouverture médiatique artificielle. Il y a des jeux, il y a le football, etc. Mais les vrais problèmes sont cachés. Et donc, le danger pour le régime, ce sont ces informateurs. Oui, Voilà. très bien. C'est pour ça qu'ils sont terriblement réprimés. Oui, effectivement, vous faites bien de le dire parce que ces informateurs, selon les témoignages qui ont existé dans ce rapport, que la plupart de ceux qui étaient considérés comme des gens critiques ou opposants ont été justement la victime de plusieurs personnes dans la rue. Ils ont été accostés dans la rue et ils ont eu bien sûr leur lot d'insultes et d'injures. Ils seraient, en un an, ils sont 170 journalistes et militants qui ont été arrêtés et poursuivis et plus de 40 ou 140 manifestations interdites. Ça, c'est le rapport qui le dit. Alors, monsieur Gilles Devers, est-ce qu'on vient de découvrir le poteau rose ou est-ce que ça a toujours existé? Et dans ces cas-là, si ça a toujours existé, et je parle de répression, pourquoi s'étend-on aujourd'hui que le Human Rights Watch en parle? Mais écoutez, Monsieur Cohen l'exposait. On avait eu une période où effectivement on regardait l'ouverture marocaine avec beaucoup d'intérêt. C'est absolument incontestable. Et puis on a vu le régime se refermer et basculer dans rendre toutes les grimaces de la dictature. Alors pourquoi est-ce que l'ONG agit maintenant? Parce qu'on a tous été alertés par non pas un procès, mais deux, mais trois, mais des systématiques. Et quand on voit un journaliste qui se met en avant, on sait qu'il aura bientôt ces ennuis qui vont venir pour lui. Donc l'ONG qui a des repères sur l'ensemble de la planète et qui suit nombre de pays publie ici ce rapport d'importance en disant stop, le Maroc est à la dérive. Et ce que vous évoquez, ce que dit ce rapport, doit absolument interpeller les pays occidentaux et les pays africains. Le Maroc ne peut pas dire je suis une avancée de l'Afrique quand il donne cette image et quand il montre lui-même la structure d'un pouvoir qui est tellement faible et tellement décalé de son opinion et qui a tellement mécontenté le peuple qu'il en est obligé de frapper les journalistes avec des peines de prison excessivement sévères. Donc l'Afrique ne peut pas prendre un tel régime comme la moindre référence. Et du côté des pays occidentaux, il faut qu'ils réagissent comme le fait Human Rights Watch en disant au bout d'un moment c'est trop. Voilà. Donc les pays ont des vies difficiles, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Mais là on a passé un cap, on est à autre chose. Et il faut donc dire clairement à l'Union européenne, il faut dire clairement à la France, il faut dire clairement à l'Espagne, il faut dire clairement à l'Italie, il faut dire clairement à l'Allemagne. Qu'est-ce que vous faites de cela? Est-ce qu'on considérer et qu'on continue de considérer qu'il y a un chouchou européen qui est le Maroc parce que c'est le plus avancé sur la démocratie et les droits de l'homme? Quand vous voyez ça, ça n'a jamais été le cas. Et ça n'a jamais été le cas. Mais il y avait quand même un mouvement qu'il fallait appuyer. Mais maintenant, la responsabilité est lourde du point de vue de l'Union européenne qui a fait du Maroc son partenaire privilégié, qui lui reconnaît tous les avantages économiques et qui laisse développer un discours du Maroc ami de l'Europe. Moi, en tant qu'Européen, je dis une société comme cela ne peut pas être amie de l'Union européenne. L'Union européenne, elle est fondée sur le droit, elle a une charte des droits fondamentaux, et donc quand vous bafouez toutes les valeurs profondes de la charte des droits fondamentaux et que vous voulez couper la tête de tout ce qui s'exprime, eh bien, vous ne pouvez pas être un allié privilégié de l'Union européenne. Et la même chose jouera pour les Français, les Occidentaux qui veulent venir s'installer au Maroc. Choisissez la société, mais regardez quand même où vous mettez les pieds. Un peuple n'a d'avenir que s'il respecte le droit. Alors, oui, la remarque, elle est très pertinente. Cela dit, qu'est-ce qui donne autant de force aux autorités marocaines, au gouvernement ou au Merzen, prenez-les comme vous le souhaitez, qu'est-ce qui donne autant de force ou autant d'assurance? Est-ce l'impunité qui offre cette aisance, l'impunité, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, rien ne sera fait contre eux? Monsieur Jacob Cohen? Oui, évidemment. Enfin, vous avez dit le mot, l'impunité. Enfin, rappelez-vous le livre de Gilles Perrault, Notre ami le roi.
les journalistes, comment ils ont été traités depuis des années. Enfin, la formule célèbre, l'hospitalité du roi ou du Maroc pour les journalistes et les hommes politiques qui sont reçus à l'hôtel Mamounia de Marrakech Oui, avec des cadeaux, etc. de la poudre aux yeux. Ça a toujours existé. Mm. Oui, mais malheureusement, c'est comme ça qu'on achète une classe politique, c'est comme ça qu'on achète des médias. Et je crains malheureusement que le Maroc aujourd'hui ne soit pas trop critiqué, contrairement au souhait de Maître Devers, malheureusement, ne soit pas trop critiqué par l'Union européenne et par la France, parce que le Maroc joue un rôle important, enfin, pour l'Europe, au point de vue de l'immigration, pour le gaz, enfin, pour des tas pour l'alliance avec considération, les américano-sionistes, etc. Et donc, je crains que ce rapport ne soit plus ou moins enterré. Vous savez, quand les médias en France ou en Europe veulent mettre en exergue un fait, ils savent le faire. Ils peuvent le faire pendant plusieurs jours, etc. On voit ça pour l'Ukraine, etc. Mais malheureusement, quand ils veulent le faire taire, on va bénéficier d'une forme de sympathie, de complicité passive. Et donc, les médias vont plus ou moins se taire. Et je crains que le rapport n'ait pas une portée très importante. Oui. Monsieur Jacob Cohen, je vais quand même vous lire un certain passage, Maître Gilles Devers, donc soyez patient avec moi, parce que je ne peux pas ne pas le faire pour ceux qui peut-être n'ont pas eu cette possibilité d'avoir le rapport entre les mains. D'après l'ONG, c'est-à-dire Human Rights Watch, le Maroc est le premier pays à utiliser autant de techniques de répression. Aucune de ces méthodes n'a été inventée par le Maroc, soyons clairs, mais le fait qu'il les systématise, comme ça lui donne qu'il les utilise de manière aussi dense contre un petit groupe d'opposants, fait que c'est devenu le seul moyen que l'État a trouvé pour gérer l'opposition. Il me semble que ça veut tout dire, d'autant plus que tout en continuant à clamer être un État qui respecte la liberté de parole et d'expression, on dénonce cette hypocrisie par 140 pages et la preuve en est donc ce rapport inédit. Pour terminer, Monsieur Gilles Devers, je vous donne le dernier mot. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce rapport qui est très accablant risque de faire bouger les choses? Ou est-ce que le Maroc, fort de sa normalisation avec l'entité sioniste, sait qu'il ne sera pas touché d'une manière ou d'une autre? Je n'attends rien des gouvernements actuels européens. Ils ne sont pas du tout en position d'envisager une marque quelconque. Le discours des droits de l'homme, c'est un discours d'opportunité dans la politique française et européenne actuelle, et on l'a vu de manière absolument caricaturale quand on dit on va sanctionner la Russie et donc on ne prendra plus le gaz parce qu'ils sont en train de récupérer du territoire, et qu'en compensation, on va demander à Israël d'exporter du gaz pour trouver un pays propre qui, par exemple, n'aurait jamais conquis le territoire d'un autre. Qu'est-ce que c'est que la Palestine? Donc, vraiment, le discours sur les droits de l'homme, au point de vue des dirigeants européens, c'est de la communication de niveau plateau télé, mais vraiment plateau télé de mauvaise qualité, je précise, c'est-à-dire les plateaux gadgets. Oui. Donc, il faut s'adresser à la conscience des peuples. Je crois que tous les Européens, tous les Français ont autour d'eux des amis marocains, et il faut garder les yeux Monsieur Gilles Devers. Oui, allez-y. Terminez votre idée. Oui, il faut avoir les yeux sur ce plan. La période va être difficile et pendant longtemps, le régime est très soutenu et les atteintes aux droits sont là. Donc maintenant, on en est tous témoins. Personne ne peut dire je ne sais pas. Et ce travail déjà d'amitié, de solidarité avec ceux qui sont les plus atteints est certainement notre priorité. Très bien, Monsieur Gilles Devers. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lyon, que vous êtes également fervent défenseur des droits des Palestiniens et des Sahraouis. Monsieur Jacob Cohen, vous êtes militant antisioniste. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Ainsi s'achève notre émission pour ce soir. On se retrouve demain pour un autre débat. Pour plus d'informations, consultez toujours les réseaux sociaux de Al24 News. Au revoir.